Salut les pirates, c'est le Capitaine Crochet, boum, pour un nouveau voyage dans la DeLorean. Évidemment, on vient d'arriver en 2024 et il est peut-être temps de faire un petit retour en arrière, de simplement 20 ans, pour aller voyager en 2004 et voir ce que cette année boxe a pu donner. Puisqu'à bien des aspects, on pourrait croire que c'est une année oubliée, ou peut-être même oubliable, et c'est tout l'inverse. Puisque les bases, les ramifications de ce que l'on vit aujourd'hui ont commencé à naître à ce moment-là. C'est une année où, de grands changements, c'est une année de croisée des chemins, c'est une année de fin des idoles, c'est une année de doute pour de futurs idoles ou grands noms, c'est une année de croisée des chemins pour des légendes Hall of Famer, c'est une année où des combats inoubliables arriveront, quoi qu'il en soit, c'est une année de renouvellement, tout simplement, et une année de tergiversation. Les grandes stars se cherchent, et il est très intéressant de se replonger dans cette année 2004, 20 ans après, pour voir ce que ça a donné. Et vous allez voir, c'est quand même du lourd, du très très lourd niveau qualité. Allez, on ferme la portière. C'est parti! Corrales arrive avec un game plan, avec un plan de match, et il arrive à appliquer. Regardez le. Corrales était aussi un peu flat foot la plupart du temps. Il l'est pas sur ce combat. Il l'est pas. Et ce qui empêche Casamayor de faire ce qu'il a fait sur le premier combat, c'est-à-dire de faire d'une in and out, 3 coups très agressifs, faire une grosse agression et partir. Non, il refuse ça. Regardez le step back, le pas de retrait constant de Corrales que tu ne vois pas dans d'autres combats, qui est là pour réussir step back et je cadre. Et là, il y a un truc qui se passe. Le combat est quand même extrêmement serré, mais la donne change enfin pour Diego Antoine. Alors, il donne son jab pour une fois, effectivement. Voilà, Hussein a dû le mettre face à un miroir et a dû lui dire, mais regarde-toi, putain, t'as un avantage d'allonge sur ce petit con, utilise-le. Et en effet, c'est le combat de sa carrière où Corrales va le mieux utiliser son avantage d'allonge naturel dans ces catégories. Et effectivement, il donne son jab, il le distribue, il le donne plus que d'habitude. Et en effet, il tient Casamayor à distance. Et quand Casamayor a le timing pour placer ses attaques, il n'y arrive pas parce que Corrales n'est plus là. Alors, il y a quand même un moment assez intense dans le combat où finalement, il prend la gauche, parce que contre Casamayor, à un moment donné, tu prends la gauche quand même, c'est un peu obligé. Donc, il va au tapis au 10e round, mais parce que Corrales est Corrales, il y retourne. Et au 11e, il met en difficulté pour le coup Casamayor, donc le combat devient plus animé, enfin, rappelle un peu certains aspects du premier. Ça s'emballe parce que tout ce qui a précédé était relativement tactique, finalement. Alors évidemment, c'est pas des combats aussi excitants, entre guillemets, c'est pas du firefight, mais c'est intéressant tactiquement, tu as rappelé pourquoi. Et donc, au final, Casamayor n'est pas un perdant gracieux, hein, donc il va toujours dire, à chaque fois qu'il perd une décision, bah, il va dire que non, il avait largement gagné, etc., parce que c'est Casamayor. Bon, la vérité, je crois qu'il y a, s'il doit y avoir deux juges, si je ne dis pas de bêtises, c'est une split decision, enfin bon. Objectivement, Corrales mérite de gagner ce combat-là, je le crois assez sincèrement. Après, bon, Casamayor était de toute façon dans son prime, il était encore dans son prime à cette époque-là, un combattant qu'il était très très dur de battre nettement. Franchement, c'était un poison. Ouais. Il avait déjà une défaite avant ce combat, c'était contre Celino Freitas, peut-être va-t-on en reparler. Là encore, très serré, tu battais pas Casamayor de beaucoup, c'est très serré. Et il avait battu, alors pour donner une petite idée avant de battre Corrales, ses plus belles victoires, mais il avait battu Garcia justement. Il avait battu le fameux Garcia, mais après Corrales. Et il avait battu aussi Ned Campbell, qui a quand même fait son petit bonhomme de chemin dans ces catégories-là à l'époque. Mais c'est une belle génération, c'est pour ça que dans cette catégorie super plume léger, ces années 2000, c'est une belle génération, une génération de qualité où vraiment le pedigree box est très très fort. Et c'est bien, tu vois, on est aussi c'est un prétexte pour parler de toute cette génération. Donc, de cette victoire, enfin contre Casamayor, va arriver, à mes yeux, peut-être la plus grande des victoires de Corrales, comme tu l'as dit.
là, il y ait enfin la fameuse grande soirée qui va tout changer. Qui va tout changer. Et encore une fois, que ça soit pour Patrice ou que ça soit pour tous les boxeurs qui nous regardent et qui ont besoin d'inspiration, il va tout changer dans sa carrière à son 50e combat. 50e combat. Et ce combat-là, je vous le montre tout de suite, mes pirates. Voilà. C'est Mosley contre White. On est en 2004. Un grand combat de Winky ce soir-là. Alors, allez, on va commencer par toi, Antoine. Parle-nous-en de ce combat. Alors, déjà, quand même, pour le gagner, il a fallu que, pour gagner le droit d'affronter Mosley, il a fallu que Wright gagne tous ses combats entre 2000 et 2003, qui reste quand même sur une très belle série. Il s'est refait une virginité, il a refait ses preuves, il a rebattu McCart, il est devenu champion IBF en battant Robert Frazier, qui n'était pas non plus un super crack, mais bon, il a réacquis une ceinture mondiale, donc c'est l'unification WBA-IBF. Ouais, et effectivement, bon, là encore, il n'est pas là pour gagner objectivement. La star, c'est Mosley. Tout le monde attend un Mosley Trinidad. Voilà, c'est l'espoir fou de la plupart des fans de boxe de l'époque, avec des contrats à plus de 10 millions de dollars. Enfin bon, c'est ça la perspective. Et paraît-il que le contrat avait été signé l'après-midi même du combat, que le Mosley Trinidad avait été signé cet après-midi-là. C'est incroyable, hein. Et Trinidad est dans le public, hein. Party crashing une fois de plus, parce que en gros, alors Mosley en plus vient de battre De La Hoya. Alors certes, c'est une décision extrêmement serrée, polémique, tout ce que vous voulez, mais il s'est bien refait la cerise après ses 2 défaites contre Forrest. Il est clairement favori, mais très simplement, il joue dans les forces de Wright. C'est-à-dire que Mosley est pas toujours le meilleur au jab, et il est dominé en allonge par un adversaire qui adopte la technique qu'il faut, qui le garde à distance, qui évite les power punch, qui évite les enchaînements de Mosley. Et je trouve que sur le premier combat, pour le coup, c'est assez clairement, le combat est très disputé, c'est assez clairement, quand tu fais round par round, c'est assez clairement une victoire de Wright. Ouais. Il n'y a pas grand-chose à donner à Mosley là-dessus. Il fait son combat, mais il est dominé par un adversaire qui joue dans ses faiblesses. Voilà, et Winky, enfin, parce que Winky a toujours, jusqu'à ce moment-là, toujours boxé chez les super welter. Il a toujours, ce que j'apprécie aussi, c'est qu'il a toujours respecté sa catégorie de poids. Il a toujours été, et il devient le champion unifié de sa catégorie. Patrice, ce combat que je suis sûr tu as étudié, toi, ça t'inspire? Oui. Super combat. Si je ne me trompe pas, et avant ce combat, Shane Mosley avait été testé positif pour des stéroïdes. Alors, attends, est-ce qu'il avait été testé positif ou il avait été pris dans l'affaire Balco? C'est-à-dire que l'enquête avec, sur Barry Bond et le baseball de l'affaire Balco, son nom était apparu dans l'affaire Balco. Oui, son nom est apparu, mais je pense que c'est au 2e combat que c'est sorti. Si je ne me trompe pas. Bonne question. Moi, je crois que c'est au premier déjà, ils en parlent. Je crois qu'il y a du ouais. Mais à vérifier. Oui, à vérifier. Au premier combat, Winky Wright, chez Mosley, très rapide, très puissant. Très rapide et très puissant. Impossible de toucher Winky Wright. L'allonge, Winky Wright, grande allonge, un crochet. Si tu recules, Winky avance. Si tu avances, Winky recule. Donc la distance reste toujours la même. Mais c'est là qu'on peut voir une grosse lacune au niveau de la défense de Shane Mosley. Impossible de contrer les coups au niveau de la tête. Toujours le jab, la main arrière. Le jab, la main arrière, et ça rentre tout le temps. On voit même que Shane Mosley, il ne sait pas quoi faire dans son combat. Et il est perdu. Il est perdu. Du premier round jusqu'au dernier round, Winky Wright fait ce qu'il veut avec Shane Mosley. Tout à fait. Patrice, je rebondis sur ce que tu dis. Moi, je regardais encore le combat hier, on en parlait, et ce qui est hallucinant, et c'est ce combat-là, tu vois le piège dans lequel Winky Wright enferme ses adversaires. C'est que Winky Wright, en étant gaucher, mais en étant un gaucher qui reste en face de toi, il fait oublier à tous ses adversaires d'utiliser leurs jambes. Et t'as le père de Mosley qui lui dit tout le combat, use your leg. Et Mosley est pris dans le combat et il ne tourne absolument pas, il reste en face. Et ce qui est incroyable, c'est que Winky va passer son
1-2 en ligne, alors qu'il est gaucher, il le passe en ligne sur Shane Mosley. C'est hallucinant à réfléchir. C'est complètement hallucinant. Question que j'ai pour toi, Patrice. Parce que ce combat, Oui, c'est le dernier combat, je pense, où l'on voit Winky Wright boxer avec Cleto Reyes. Avec ses Cleto Reyes. oui, Et les Cleto Reyes, on sait que les Cleto Reyes, c'est dur, c'est ça pour cogne, ça cogne. ça cogne. Toi, peut-être, tu as déjà boxé avec différents formats. Après, il va boxer. Alors, est-ce que c'est lui qui va boxer avec Grant ou est-ce que tous ses adversaires l'obligent à boxer avec Grant parce que Winky Wright avec les Reyes, ça fait mal. Quel est ton avis là-dessus? Selon moi, si moi je porte des Everlast, qui ont une bonne protection au niveau des jointures, tout dépendant des gants que tu choisis, si mon adversaire prend des Cleto Reyes, sachant que c'est des gants qui font mal, Ouais, je vais prendre des Cleto Reyes. voilà. Pareil, peu importe, rendu là, s'il faut qu'on se passe mal, les temps va se faire mal. Mais les Grants sont des gants qui font mal aussi. D'accord. C'est des gants qui font mal. C'est un choix. Est-ce que tu veux protéger tes mains? Est-ce que tes mains ils peuvent encaisser autant de coups? Est-ce qu'ils peuvent encaisser les chocs? Ou tu veux faire mal à ton adversaire? Mais de mon côté, à moi, si tu peux me faire mal avec tes gants, je vais mettre les mêmes gants que toi. Ça, c'est garanti. Garanti. Et tu penses, là tu es en train de me convaincre, mais tu penses que Winky a réfléchi comme ça là? Parce Oh, que c'est sûr. c'est sûr. Oh, c'est sûr. Si ton adversaire il porte des gants qui peuvent te couper, tu vas pas mettre des gants, à moins que tu as des grands problèmes de main. Si tu as des problèmes de main, mais les grants, c'est des gants qui font mal aussi. C'est des gants qui sont assez. Mais le padding est assez dur. Si je me rappelle bien, c'est du crin de cheval qu'il y avait dans ce temps-là, qu'on a aussi aujourd'hui. Mais c'est du crin de cheval et ça ne reprend pas nécessairement sa forme tout de suite. Donc, oui, c'est des gants qui font mal, les clitoriens font mal, les grins font mal. Et c'est quelque chose qui peut jouer dans la tête de l'athlète. Est-ce que je protège mes mains ou je fais mal, sachant que lui qui peut me faire mal? Ouais, voilà, exactement. Et donc, c'est la dernière fois que vous allez voir, à mon avis, qu'est-ce que ça fait mal Winky avec ça? Tu as tout à fait raison. Alors, il devient le champion unifié. Et 2004, année catastrophe. Voilà. Aussi, il faut le dire, il y a 20 ans, le nom Klitschko était un nom qui, quelque part, se cherchait, était en pleine tourmente. On peut dire Vladimir, qui était considéré depuis déjà les années 90, depuis déjà, on avait ce discours depuis 98, comme le plus talentueux des deux frères, et qui laissait une sorte de doute planer autour de lui, doute renforcé par une catastrophe industrielle allemande, c'est assez rare, advenue un an plus tôt, sous les coups de Corey Sanders, qui, en très large underdog, un des plus gros underdogs de l'histoire de la boxe, va passer un KO sec, tonitruant à Vladimir Klitschko et va naître ce questionnement sur le menton de verre de Vladimir Klitschko. Et donc, Vladimir, et c'est là aussi où on voit que les temps ont changé, déjà en 20 ans les temps ont changé, puisque Vladimir, alors qu'il se questionnait, alors qu'il part se réfugier dans le silence, qui ne dure que 3 mois, c'est pas comme 1 an ou 2 ans comme aujourd'hui, va revenir avec 2 victoires en 2003 et 2004, 2003, 2 victoires face à des journeymen, des victoires assez faciles pour revenir, sous l'égide de Freddie Roach. On oublie qu'il y a eu une parenthèse Freddie Roach dans la carrière de Vladimir Klitschko, et va arriver un nouveau visage dans le coin de Vladimir Klitschko qui voulait travailler avec lui depuis le début, l'un comme l'autre. C'est Emmanuel Stewart qui va klitschkoiser finalement Vladimir. Mais là, on est dans les prémices, puisqu'on est dans le premier essai, dans le premier jet, si je puis dire. Et un combat, retour de Vladimir aux États-Unis, à Las Vegas, pour une de ses dernières fois à Las Vegas, pas la dernière, mais une des dernières fois à Las Vegas, on ne reverra plus ensuite Vladimir Klitschko, qui
qui peut récupérer le titre WBO, la ceinture qu'il aimait tant, face à Lamont Brewster. Voilà. Et en même temps de récupérer cette ceinture, de montrer tout le travail, toute l'application faite avec Emmanuel Stewart. Donc c'est un galop d'essai. La pression est quand même là. On se dit que Vladimir a toutes les opportunités gagnées, d'autant plus que Lamont Brewster n'a pas boxé depuis plus d'1 an, lui, et en même temps dans l'avant-préparation à la signature du combat, malheureusement son entraîneur de toujours disparaît, meurt. Et on retrouve un Lamont Brewster qui est un peu lui aussi en perdition. On se dit qu'il n'est pas dans les meilleures conditions psychologiques pour faire un grand combat de boxe. Et on se dit que Vladimir va bien revenir. Alors le combat arrive au Mandalay Bay, qui est la place de ces années 2000. La place de ces années 2000. Avec un Klitschko qui ne sait pas encore, comme je vous disais, Klitschkoisé, il n'est pas encore robotique. C'est un Klitschko qui essaie d'être dans la création, si je puis dire, les mains parfois basses, avec une belle gestuelle, mais qui essaye d'appliquer ce que Emmanuel Stewart lui demande. Il va arriver un premier round complètement dominé par Vladimir Klitschko qui surnage les débats face à un Lamont Brewster très, non pas apathique, mais très très hésitant. Et on se dit effectivement que le sort est scellé. Le deuxième round est un peu du même acabit. Troisième round où Lamont Brewster arrive à faire un peu plus mal à Vladimir Klitschko. Voilà. Et ensuite, patatras, dans ce 4e et 5e round, si je m'abuse, vous vérifierez, je vous parle de mémoire. Lamont Brewster qui, sur peu de choses, sur peu de réactions finalement, sur peu de contres, arrive à toucher et à faire extrêmement mal à Vladimir Klitschko qui étonnamment nous montre qu'il est quand même qu'il est punch out, c'est-à-dire qu'il s'est fatigué lui-même en peu de temps, en 3 rounds seulement, il est déjà punch out, il punch himself out comme on dit, et il a plus de jus, il a plus de gaz, il est en perdition de son body language et ne peut pas mentir, le trahit plutôt, devrais-je dire, puisqu'il est à l'agonie. Et les coups de massue, qui sont finalement peu de séries de la part de Lamont Brewster, vont faire très mal. Notez aussi que Robert Byrd est l'arbitre du soir, et comme Robert Byrd à chaque fois, ça arbitre comme le pire des arbitres puisse arbitrer. Voilà, c'est-à-dire que à la fin du round, alors qu'il est complètement sonné, il y a un croc en jambe, puisque Robert Byrd ne sait pas se placer. Un croc en jambe qui fait que Vladimir Klitschko tombe, mais il n'arrive plus à se relever. Il se relève, il est complètement apathique, il est complètement hagard, totalement hagard. Et Robert Byrd, alors que la cloche a sonné, arrête Vladimir Klitschko qui a montré finalement un visage absolument désastreux, surtout sur HBO, qui s'empresse de questionner son cœur directement. On ne questionne même pas le menton. Écoutez, le broadcast, ça m'aura toujours marqué. On questionne son cœur. Voilà, parce qu'il a un cœur de boxeur, finalement. Voilà, c'est vrai qu'il y a quelque chose de pathétique là-dedans, et c'est une catastrophe. Voilà, une catastrophe. Coup sur coup, finalement, à peu de choses près, mais sur un an, coup sur coup, Vladimir Klitschko, qui était considéré comme le potentiel futur dominant poids lourd, coup sur coup, Vladimir Klitschko propose un comportement sur le ring qui fait plus que douter, et certains en ont fini avec Vladimir Klitschko. Et ils auront bien tort. Mais pour l'instant, Vladimir est au fond du trou.
Even if it's a draw, in my opinion, maybe your best performance it's against Andrew Golota. What do you think about that? Yeah. So I told Don King before that fight, in the walking out, before I was walking out, I told him, I'm going to save your show. Because Freza Kendo, John Ruiz just fought. Their styles just didn't mesh. They booed there was so many boos in the Madison Square Garden. I was like, I can't go out like this. This is my first time I'm headlining in Madison Square Garden. I said, forget it. So I told Don King, I'm gonna save your show. I know he was looking at me like, how you gonna save my show? You're not even a puncher. How you gonna get in there? You don't go to war, you box. You just move around the ring. So I gave him a show. It was great. I almost lost my belt that night, but it was a great fight. It was a great fight. And I always wanted to fight Andrew. I always wanted to. I wanted to fight Andrew and David because they were the two top guys. When I signed with Main Events, they were the two main guys with Main Event promotion. And I really, in my heart, think Main Event signed me. Et quelques jours plus tard, le frère Vitali va lui aussi aux États-Unis, mais à Los Angeles, revenir dans un combat, alors encore plein de symbolisme, en affrontant Corey Sanders, qui a fait l'affront de knocker son jeune frère l'année précédente. Beaucoup de tension dans ce combat, puisque ce combat est vu comme peut-être le combat qui peut déterminer s'il y a une continuité dans le Lineal Champion, puisque Lennox Lewis, l'année précédente, avec Vitali, son dernier combat, prendra sa retraite. Et donc, il faut bien voir qui est le boxeur poids lourd maintenant, aujourd'hui, puisque Lennox n'est plus. Et c'est pas simple. Et dans cette vidéo que j'ai faite avec l'ami Vincent, pour vous narrer dans tous les détails ce combat qui a été un slugfest magnifique. Ce combat est important et Vitali, comme je vous le disais dans cette vidéo, s'en sortira et prouvera par bien des aspects que le guerrier de la famille, c'est lui et que le Lineal Champ, c'est aussi peut-être lui. Voilà. Donc c'est assez important ce qui se passe dans ce laps de temps très court de 2004 sur ce qui se passe pour les poids lourds. Marquez, juste avant ce combat, il avait découvert Pacquiao quand ce dernier avait battu Barrera. Un an avant. Juste un an avant. Ouais. Donc 2003. Pacquiao sortait de nulle part à ce moment-là. Ouais. Donc Marquez choqué, surpris, il accepte ce combat et dès les premières secondes, il racontera plus tard qu'il s'est dit que ce serait très facile. Quand il a vu Pacquiao à l'œuvre, il s'est dit non, c'est une boxe désordonnée, il se sentait supérieur en fait. Je crois qu'il d'ailleurs il a fait une erreur, il a péché par complexe de supériorité. Et d'ailleurs, on voit dès les premiers échanges que Marquez est plus propre, Marquez est en train de prendre la mesure, mais je vous parle des 30 premières secondes du combat. Eh oui. Et tout d'un coup, boum, première gauche de Pacquiao, Marquez par terre. Eh oui. Il se relève et il s'en prendra 3 comme ça, 3 gauches de Pacquiao. À l'époque, la gauche de Pacquiao, c'était son meilleur atout, mais c'était aussi un peu son seul atout. Avec un volume de boxe aussi. Avec le volume et les jambes. Ouais. Mais disons qu'il n'avait pas ce crochet du droit, ce jab du droit qu'il a peaufiné avec Freddie Roach. Et en fait, premier round cauchemardesque pour Marquez. Il se fait prendre, et là c'est vraiment le cas typique de se faire prendre à froid. Il se fait complètement prendre à froid. 3 knockdowns. Heureusement qu'il n'y a pas eu le free knockdown rolls ce jour-là, parce que c'était fini. C'était fini. Et heureusement aussi pour nous, parce que ce premier round,
Et donc, prise à froid, douche froide, mais va... Douche froide, et on peut imaginer ce qui se passe intérieurement chez Marquez, qui a attendu des années de disputer un combat de cette amplitude, qui vient de visiter 3 fois le tapis, a priori nez cassé. D'ailleurs, ce sera pas la dernière fois que Pacquiao lui cassera le nez. Ouais, non, attends. Tu vas trop vite. Je m'arrête. Non, vas-y, Nico, c'est tellement bon. Ouais, non, et ce qui est super intéressant, c'est que ces knockdowns de Marquez, on comprend quel est le point faible de Marquez, pour ceux qui l'avaient pas déjà vu à l'œuvre, c'est-à-dire qu'il a un menton fragile, mais c'est une fragilité relative. C'est-à-dire que Marquez tombe facilement, mais il se relève toujours, et on verra jamais Marquez tomber évanoui, inconscient, ou perdre complètement le contrôle de lui-même ou du combat. Je dirais même plus que des knockdowns, ça a été souvent des pertes d'équilibre. C'est bon. Ouais. C'est la nuance est un peu, mais je trouve que parfois ça a été aussi parfois des pertes d'équilibre un peu, on va dire bêtes, mais c'est un peu ça. Et donc va se faire devant nos yeux. Enfin, malheureusement nous c'était pas en direct, mais va se faire quelque chose qui a peut-être beaucoup inspiré le FC Barcelone pour faire sa remontada, parce qu'en boxe, la plus grande remontada de l'histoire, on l'a eu, et c'est Marquez qui l'a fait, parce qu'à partir de là, Marquez, qui n'a plus rien à perdre, qui n'a plus rien à perdre, se libère et va proposer une boxe d'une technicité hallucinante face à un Pacquiao chez les plumes. Hein, attention. Et on a un combat qui va loin, et on se dit, mais il gagne le round. Là. Il gagne le round. Et ce premier round qui est si désavantageux, il part avec 4 points de retard. Et il gagne le round. Et on arrive au 12e round. Et honnêtement, on se dit, attends, faut la décision, parce que les deux, on comprend bien qu'en termes médiatiques, les deux étaient à peu près à part égale. Pacquiao commençait. Voilà. Donc, comment vont scorer les juges? Et les juges scorent un match nul. Est-ce que toi, Nico, avec ce match de légende, tu es d'accord avec ce match nul de ce premier combat? Moi, je suis... c'est tellement compliqué de scorer des combats que j'ai décidé un peu de me mettre en retrait du scorage de combat, mais je sais pas, match nul ou Marquez. Ton impression, ton sentiment. Ouais, voilà. Mais le match nul me choque pas. Après, ce qui est assez incroyable, c'est quand même de se rendre compte que Marquez, il a mis un round et demi peut-être pour décrypter la boxe de Pacquiao. Et ça, c'est une performance qui est assez extraordinaire, parce que c'est une boxe très difficile, très dangereuse, comme en témoignent les trois pertes d'équilibre, mais c'est aussi une boxe très intense, avec un rythme énorme, et finalement, en faisant quelques ajustements, Marquez parvient à décrypter la boxe et parvient en fait à, contrer, parce que c'est quand même une boxe de contre qu'il a fait, un espèce de contre agressif, à contrer systématiquement Pacquiao pendant les 11 rounds qui restent, sous tous les angles, avec toutes sortes de coups. Et si vous voulez regarder un combat qui vous apprenne ce que c'est que d'être un contre-attaquant agressif. Ah, moi, c'est Marquez. C'est Marquez. On est en mai 2004, vous comprenez. Mayweather est maintenant chez les super légers, si je ne m'abuse. Voilà. Oui. Nouveau défi. Donc, et ce Mayweather-là, je mets cette affiche. J'ai eu un petit problème avec mon système, mais avant, il y a contre Ndour. Il y a ce combat contre Ndour. Voilà, Mayweather contre Ndour. Et Mayweather, Ndour, Corley, Mitchell, on va en parler. Ça, c'est une succession, mais j'adore. Donc, contre Ndour, il est là. Il a encore des problèmes de main.
Il a des vrais problèmes de main. Et Ndour, c'est la chance de sa vie. C'est un boxeur plus grand, un peu dans le style de Corrales, tu vois, et tout. C'est un combat dur. Et ben, il faut le finir, le Ndour. Et alors qu'il est dans la difficulté, Floyd, qui s'est mangé, ça fait partie de ces combats où Floyd se mange des gros grognons, quelques-uns, et il n'y en a pas 50 non plus, il y en a 2-3, mais il y en a un notamment assez spectaculaire, où là tu dis, ah ouais, mais en plus il a ça. Ah bah en plus il a ça. Parce qu'il vient de se prendre un tomahawk et en plus il a ça. Ah bah ça va être compliqué avec le Floyd. Hein. Donc, contre Ndour, il le finit, parce que ça aurait pu être un combat extrêmement compliqué si ça continuait plus longtemps. Voilà. Et de là, n'oubliez pas, hein, c'est cette période-là où la main, c'est compliqué pour Floyd. Arrive contre de Marcus Corley. Chop Corley, qui en a donné un vrai professionnel, un grand professionnel. D'ailleurs, il mérite même une discussion à Hall of Fame parce que il en a donné des vertes et des pas mûres à Zab Judah et d'autres. Enfin voilà. Et là, il arrive contre Mayweather. On est à Atlantic City. De toute façon, les combats de Mayweather à Atlantic City, j'adore. J'adore, hein, je vous dis, je kiffe. La période Atlantic City de Mayweather, ça aussi, il faudrait connaître les mecs. C'est un combat exceptionnel. C'est un combat dur. C'est un combat d'homme. Corley, à ses moments, il rend le combat dur, il fait mal, il fait même à un moment reculer Mayweather. Mayweather est dans le dur et Mayweather en bonhomme. Il va boxer, et en bonhomme, c'est ça qui est fort, alors qu'il est dans une bagarre, il va boxer clairement. C'est-à-dire ça va devenir limpide. Les coups sont clairs, les ouvertures sont bonnes. C'est magnifique à voir. J'adore ce combat. Antoine, est-ce que cette pépite-là, est-ce que ça te fait vibrer comme moi? C'est un combat intéressant quand on s'attache un peu au personnage de Chop Corley, parce que il finit sa carrière professionnelle avec une trentaine de défaites. C'est devenu un pur journeyman. Un type qui a beaucoup boxé, mais à l'époque, Chop Corley, c'est un gars qui a 2 défaites, je crois, au compteur, qui a détenu un titre mondial. Alors, c'est pas une grande star. Son titre mondial, WBO, il l'a gagné contre un gars qu'il a battu au premier round en ayant pris le combat à 5 jours de short notice. Donc c'est vraiment c'est un bon professionnel quoi. Ouais. Corley c'est un type et voilà vu qu'il a pas une grosse machine marketing autour de lui, il a pas un grand nom etc. C'est un chien de la casse quoi. Il y va. Et effectivement c'est un peu comme le combat d'Augustus. C'est un combat dont Floyd gagne quasiment tous les rounds, mais c'est un combat très dur, très intense où Floyd accepte la bagarre, où à des moments il en prend. Regardez, si vous n'avez que le temps de regarder un round, cherchez-le, regardez le 6e round de ce combat, où Floyd se fait secouer, puis reprend le dessus. Il en prend une, il passe 1 minute de haut corde, c'est assez dur, puis il reprend le dessus, ça devient une guerre. Donc le 6e round, regardez-le. Il est dans une nouvelle catégorie, donc il a affaire à un type, voilà, ils sont à 140 livres, on a un peu changé de braquet par rapport à son début de carrière. Il a la main fragile, tu l'as dit. Objectivement, c'est une bagarre. Et alors, ce qui est rigolo aussi, c'est que, alors, il va envoyer Corley 2 fois au tapis, quand même. Et Corley tombe 5 fois de plus. Et à chaque fois, l'arbitre dit qu'il a glissé. Je sais pas si c'est que des glissades. Ouais, j'en suis pas complètement convaincu. Ah, il y en a deux, c'est pas des glissades. Ouais. C'est-à-dire 5 glissades, au bout d'un moment, c'est vraiment une patinoire, quoi. Bon, mais, donc Corley fait un super combat. Objectivement, il n'a rien à se reprocher. Il en donnera pour son argent quand il sera journeyman. Regardez son combat contre Lucas Matissé, qui est pas mal aussi. À l'époque où il est vraiment devenu journeyman, plus tard dans sa carrière. Donc c'est un combat objectivement pour ceux qui expliquent que Floyd fuyait les coups, pour ceux qui expliquent que voilà c'était une danseuse étoile mais pas un boxeur. Non, contre Corley il a vraiment accepté la bagarre. Et il a gagné à la régulière, et c'est une pépite, ça fait partie des combats très, très sympas, ça fait partie des combats méconnus. Évidemment, c'est pas le Floyd Period Showtime, mais c'est un combat très intéressant du catalogue. Ah, oui. D'ailleurs, oui. Voilà, regarde, je te mets une photo du combat, parce que Corley, vraiment, alors à mes yeux, c'est lui qui a donné le meilleur combat à Floyd. Voilà, c'est de l'ordre du ressenti, mais il lui donne un vrai combat. Il lui donne un vrai combat, et Floyd l'accepte en plus, et tout ça, et il est magnifique à voir, vraiment.
Euh, et Corley est vraiment à ces moments incroyables, combat dur et dans une ambiance incroyable. On est au Boardwalk Hall d'Atlantic City. Et il y a plusieurs choses encore à dire de ça. Là, on est dans une période où ça devient, depuis Ndu notamment, où les choses se concrétisent pour les objectifs des Mayweather et de Floyd. C'est-à-dire les titres. Déjà, il est en train de les accumuler, les titres. Mais bon, Ouais. ça fait Troisième bien, catégorie. ça fait bien pour parader, vous comprenez. On est dans une autre dimension d'objectif, tu vois. Et l'objectif, c'est devenir le nom, le name. Et ce qui est pas simple, avec la boxe qu'il a, c'est pas simple. Tu vois, généralement, le nom de la boxe, c'est un peu brutal à dire, mais c'est souvent un heavyweight qui met des KO sur KO, tu vois. C'est plus simple à vendre. Voilà. Mais le fait de sentir que tu peux devenir un pay-per-view fighter, notamment avec HBO, c'est pas loin. Il peut le respirer. Il en est proche, il en est proche. Et c'est pour ça que cette carrière-là est folle, parce que le niveau de pression sur les épaules que Floyd se met à ce moment-là, il est dingue, parce que c'est ça qu'il faut réussir. Il faut toujours performer, il faut toujours gagner ou ne pas perdre, la fameuse question, tout ça pour arriver jusqu'à son pay-per-view fight, pour y arriver. Et donc, et en plus, en ayant une main vraiment fragilisée, et dont tous les adversaires le savent. Autre chose qui va être important avec ce combat, c'est que cette réflexion qu'on a souvent, que Floyd impose aussi, c'est la réflexion du combat à distance. C'est-à-dire du combat par adversaire commun. C'est-à-dire que Corley, il sortait d'une défaite, mais il sortait d'un combat dur où il avait fait chier Zab Judah. Il sortait de ça. Et donc, on voit le Floyd que vous connaissez bien. C'est ce Floyd qui dit, face à un vrai adversaire symbolique qu'il a, Zab, n'oubliez pas, c'est un ami d'enfance de Zab, ils ont grandi ensemble, ils ont mis les gants ensemble, ils ont été parrainés par Pernell et par Frankie Randall. Vous comprenez le truc? Je veux dire, c'est une histoire en soi. C'est deux prodiges qui savent qu'ils finiront par s'affronter. Mais en attendant, il y a toujours ce truc avec Floyd de dire, moi, l'adversaire qui t'a fait chier, je vais le prendre et je vais gagner. Et ça arrivera très souvent dans sa carrière, même, par exemple, en 2013-2014. Mais la logique est là, déjà. 2004 arrive ce grand défi. Fabrice Chozo a, grâce aux Zacharias, l'opportunité de reprendre un titre, encore la ceinture WBA, mais chez les mi-lourds. C'est-à-dire de faire l'effort. Cet effort qui, pendant des années, a été trop dur pour lui, c'est de rester dans cette catégorie qui était sa catégorie de performance, les mi-lourds. Et donc, Fabrice va proposer au public en fait un double exploit. L'exploit de la balance et l'exploit du combat. Et là, on retrouve presque 9 ans plus tard, on retrouve Fabrice Chozo chez les mi-lourds contre Silvio Branco, cet Italien qui venait lui aussi d'une fratrie de boxeurs. Ça, c'est très intéressant de le dire. Son frère, qui était dans les petites catégories, aura affronté Arturo Gatti aussi à Atlantic City. Et Silvio Branco, très beau boxeur d'ailleurs, très, très plaisant à regarder boxer, très beau boxeur, boxe les mains basses, va accepter, c'est certainement un gros chèque pour lui. Ça se passe à Lyon. Oui. Et j'ai une nouvelle anecdote de préparation. Vas-y. Une superbe anecdote. On est 2 mois avant, on doit aller faire un reportage à Lyon. Reportage donc avec toute mon équipe, caméraman, ingénieur du son, Jean-Claude, etc. Et le matin, à 7h du matin, je suis à scooter sur les Champs-Élysées. Je glisse, je tombe, je me fracture la cheville. La cheville est complètement à l'opposé. Je serai opéré le soir même. Mes potes m'attendent. Je suis allongé sur les Champs-Élysées. J'ai quand même la possibilité de leur parler, de leur dire, écoutez les gars, je ne serai pas à l'heure au train. Et surtout, vous n'avez pas vos billets, puisque c'est moi qui ai tous les billets. On allait faire le reportage pour Fabrice. Et ce soir-là, je me suis fait opérer et je n'ai pas
commenté Thiozo Branco. Thiozo Branco donc, a été commenté par Sébastien Helot. Et moi, j'ai regardé ça devant ma télé. C'est une belle anecdote, hein? Ben ouais, Alors, ça me fait mal pour toi et tout, mais tu as pu regarder donc comme nous en fait. Alors là, tu étais dans l'expérience comme nous, tu sais, on change un petit peu, tu vois, ça change, tu vois. Et donc on a en fait la même expérience du combat, avec un combat là, Antoine, euh, finalement révélateur de ce qu'était Fabricioso, c'est-à-dire un très très bon boxeur et puis surtout un cœur, parce que ce soir-là, Thiozo savait que c'était tout ou rien, ou sa carrière en était finie, sa réputation aurait changé à tout jamais dans nos discours de fans. Ce soir-là, il a tout sauvé, notamment dans un 8e round, si je me souviens bien, où alors, où il aurait pu tout perdre, mais il va s'accrocher. Et quelque part, moi, je trouve que c'est extrêmement symbolique. Mais il y a plein de choses à dire sur ce combat. Antoine, à toi la parole. L'histoire est folle. Déjà parce que ce Branco, il a, pour récupérer une ceinture mondiale, c'était plutôt un très bon boxeur de niveau européen et qui avait aussi eu des titres dans des fédérations inférieures, type WBU, WBF, WB mon truc. Enfin bon. En revanche, il était solide. Il avait battu auparavant dans sa carrière, c'était un peu discutable comme décision, mais il avait battu un Glenn Johnson, il avait perdu, comme beaucoup, contre Sven Ottke dans des conditions particulières en Allemagne. C'était une valeur sûre. Et il avait simplement su, lui, il avait battu Robin Reed, qui était une valeur, enfin, qui était un boxeur anglais de bonne qualité à l'époque. Ouais. Mais il avait su, Branco, c'était l'incarnation du type sérieux, bel athlète, qui faisait le poids, qui était vraiment un bon pro. C'était le prototype du bon pro. Et ça s'est vu quand il est allé chercher une ceinture mondiale en France. Il avait déjà gâché la fête, Branco, une fois, en allant en France battre Mehdi Sanoun, qui était un futur golden boy de la boxe française, mais à l'époque, on enchaînait les désillusions. Et Mehdi Sanoun, qui avait pris la ceinture à Bruno Girard pendant un super combat au Prado, il avait la vie devant lui, il punchait très fort, il avait un beau sourire, c'était un type qui aurait pu monter sur le toit du monde. Ben, Branco l'avait ramené à la raison pour sa première défense de titre. En arrivant, il était plus ou moins là pour perdre, sauf que lui était un professionnel, que Sanoun s'était pointé hors de condition sans doute, et qu'il avait dérouillé. Et donc Branco, il a le profil justement à prendre des gars, à prendre des Français inconstants et à leur mettre à leur place. Et là, on a très peur. On a très très peur, parce que c'est pas du tout le genre de gars qui va donner le combat. Pas du tout. Et Fabrice, il a dû perdre. Il le racontera d'ailleurs. L'équipe a fait, je crois, à l'époque, une couverture particulière. Il racontera sa mise à la diète draconienne pour arriver à faire le poids à ce coup-là. Il dira notamment, j'ai retenu l'image des yaourts à la pistache. Il dira, j'ai arrêté les yaourts à la pistache. Il s'avère que moi aussi, j'aime les yaourts à la pistache et j'ai compris ce qu'a vécu Fabrice à cette époque-là. Et le soir où tous les deux montent sur le ring, en fait, Branco arrive, magnifique athlète. Branco, il est musclé, il est tanké, il est musclé. Ouais. Il a des biceps, il a des pecs. Il est absolument magnifique. Il est un peu peroxydé, beau gosse. Il a un short doré. Et Fabrice arrive, livide. Le mec sort de prison. Il est pas tanké, il est émacié, en fait. Ouais. Il est émacié, c'est ça. Le contraste entre les deux, visuellement, il est juste saisissant. Et là, tu te dis, parce que tu les vois les premiers rounds, et tu sais très bien que Fabrice n'est pas un moins bon boxeur que Branco. Tu le sais, c'est pas le problème. Mais tu sais aussi qu'après 6 rounds de championnat du monde, quand tu as dû faire l'effort de diète qu'a fait Fabrice, quand tu as eu les dernières années qu'il a eues, mais c'est contre un mec qui est un très bon athlète, littéralement. Tu sais qu'il va y avoir un problème, en fait. C'est obligé qu'il y ait un problème. Et le problème, en effet, il arrive captain au 8e round, naturellement. C'est-à-dire qu'avant, Thiozo fait du Thiozo assez intelligemment et il est servi par Branco parce que tu l'as rappelé. Branco est un boxeur qui boxe les mains basses. Et pour Thiozo, c'est bien. Parce qu'effectivement, Thiozo, il avance, il se désaxe, les mains hautes, etc. Il time, il contre la gauche adverse avec la droite. Enfin bon, il boxe intelligemment. Il marque des points, il gagne des rounds. Le problème, c'est après le 6e round. Et effectivement, arrive le 8e, où fatalement, tu sens le coup de moins bien déjà physique. Et puis, Branco passe 3 droites de suite. Et là, 3 droites de suite, évidemment, c'est au moins 2 de trop. Et
Fabrice a, là, je crois, une forme d'intelligence quand même. C'est-à-dire qu'il met le genou, si je dis pas de bêtises. Il tombe pas, il met le genou. On est vraiment entre les deux, mais on sent un geste volontaire en disant putain là j'en prends trop, ça va pas du tout. Donc, il se prend des coups, il a mis le genou, il se prend 2 coups après. Et absolument, mais ça l'a sauvé quelque part. Ça l'a sauvé parce qu'il reste debout. En gros, l'arbitre l'arrête. Donc ça l'a sauvé. Il a eu cette présence d'esprit. Et on n'est pas encore tard dans le round. Il doit encore tenir. Le truc, c'est qu'il doit encore tenir au moins 1 minute 30 en fait. Qu'est-ce qu'il mange? Et il tient. Et il tient. Heureusement, Branco n'est pas un puncher énorme. C'est un type qui use ses adversaires. C'est pas un puncher gigantesque, heureusement. Mais il laisse passer au 8e. En gros, c'était écrit qu'il allait perdre. C'était écrit. Pour moi, le combat, il était passé en partie profit, c'était sûr. Et même, pour l'arbitre, il y avait au moins 3 occasions de le sauter et de l'arrêter légitime. Hein. Il le fait pas, mais heureusement, quoi. Parce qu'il est à Lyon, quelque part, voilà, ça pèse, le public veut y croire. En effet, il y a... Et la manière dont, très, très curieusement, au 11e round, c'est Branco qui fatigue. Alors que ce mec-là, tu t'attends pas à le voir fatigué. Il tombe 2 fois, c'est des glissades, mais il tombe 2 fois. Et contre un Fabrice qui se remet à faire du tiozo, c'est pas brillant, mais il se remet à faire des choses solides, sensées, à avancer, à contrer, à alterner. Et en effet, et il finit sur un jab par mettre Branco à terre, cette fois-ci sur un vrai knockdown, qui va lui compter 1 point, qui va être important pour la suite et pour le décompte. Et c'est, objectivement, si tu comptes round par round, etc., tu peux donner le combat à Branco, j'ai pas de problème. Mais ce combat-là, Fabrice ne le vole pas. Il va le chercher de manière... il met ses tripes et il fait un effort colossal. Parce qu'une fois de plus, il était tellement vidé en arrivant sur le ring qu'il ait tenu ces 12 rounds-là, c'est déjà beau en soi. Et objectivement, c'est ce qu'il fait ce soir-là, c'est un exploit. Il ne le fait pas contre Roy Jones. Branco, c'était pas Roy Jones. Mais il le fait contre un boxeur de standing, un bon athlète bien préparé, de niveau européen plus. Mais arriver à le faire dans ces circonstances-là, c'est énorme. Voilà, je n'ai pas d'autres mots. J'étais extrêmement ému à la fin du combat. Un rematch. Regardez l'affiche. Ils se regardent, tu sais, ces affiches, ils ne se faisaient pas de bisous, mais bon, c'est plus que personnel. It's more than personal. Le rematch arrive le 15 mai en pay-per-view. Alors là, ça va faire... Donc, on entame l'année 2004 de Roy Jones, qui va être une année, on vous le dit, terrible. C'est très personnel entre deux. Bon, moi, j'aime beaucoup Tarver, j'aime beaucoup son personnage. Il a préparé le coup. On arrive, c'est Jay Nady, l'arbitre, et qui fait les instructions au centre du ring. Les 2 mecs se toisent, etc. Et Jay Nady a l'idée saugrenue de dire est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Et là, Tarver, il avait préparé le coup, il fait oui, j'ai quelque chose à ajouter. You got any excuse for tonight, Roy? Tu vois? Et pour moi, c'est iconique. Hein, parce que quel boxeur va parler? Personne ne parle, tu vois. Et là, non. Et là, ça, tu vois que Roy, il s'y attendait pas. Il est un peu, il est un peu, il est vexé, quoi. Tu vois? Et donc le combat commence. Premier round. Et le premier round, on l'a tous oublié. Mais le premier round est un grand round de Roy Jones. Il revient. Il est bien. Il domine les débats. Son crochet pour complètement bloquer le jab de Tarver, il est là. Bon déplacement. Pour un round d'observation, on a l'impression que Roy il est en train de nous dire je suis revenu, les mecs, vous inquiétez pas. Et Tarver, il n'a pas de solution sur ce round d'observation. Il revient. Il y a Buddy McGeer qui est dans son coin. Qui lui dit écoute, calme-toi, reviens à des choses qu'on a travaillées sur ton jab, pense au timing, 1, 2, tu travailles que ça. Deuxième round, ça part bien pour Roy, voilà. Roy même commence à prendre ses airs, il y a une tentative de crochet qui passe dans la garde de Tarver, mais Tarver, voilà, boum, et il y a cette gauche qui arrive, pleine mâchoire, ça va très vite. Même au ralenti, ça va très vite. Et là on est bouche bée, là on est choqué. Il y a Roy qui tombe tel un arbre. Roy qui tombe, KO pour le compte. Et là, on est pétrifié. La défaite par KO de Roy Jones sur
sur une erreur technique, sur un coup, sur une seconde, sur un millième de seconde, Tarver passe. Et c'est un énorme chaos et c'est un retentissement. Le king, le roi, eh ben, le roi peut prendre un chaos. J'en revenais pas, moi. J'étais comme ça, je me pinçais, Christian. Et toi? Oui, bon, on se pense aussi après à la déclaration d'Antonio Tarver à la fin du combat, quand il dit ce combat-là, c'était simplement Marvin Hagler contre Thomas Hearns. Voilà, donc Tarver, il place la barre très haute là, Ouais. en voulant dire que voilà, il fait partie des grands de l'histoire. Alors, Jones, il a été battu une seule fois, c'était pas DQ, disqualification, dans ses 50 premiers combats. On en a parlé, c'était contre Griffin. Mais là, voilà, le monde est choqué. Peut-être encore plus pour Roy Jones, qui ne s'attendait pas et qui n'avait jamais connu une coupure d'électricité comme ça chez lui de toute sa carrière, parce que ce voyage au tapis est phénoménal. C'est l'un des grands moments de la carrière de Tarver, mais c'est aussi l'un des grands moments de l'histoire des grands boxeurs, pound pour pound, donc des meilleurs boxeurs de l'histoire, qui tout d'un coup, sur un coup, un éclair, se font électrocuter. Lui qui avait l'habitude d'avoir la foudre dans ses poings, des éclairs dans ses déplacements, là, il se fait prendre, il s'est fait court-circuiter par Tarver. Et nous aussi, on a été, comme le public présent là-bas, on s'est retrouvé sur les pieds debout et se dire c'est pas vrai, Roy Jones a été électrocuté. Et je crois que c'est le bon terme. Tarver a réussi quelque chose au début d'impensable, mais comme on le dit en boxe, il faut prendre tous les adversaires au bon niveau. Et quand on regarde une nouvelle fois l'affiche de ce combat, on a l'impression de croire ou de voir que voilà, Roy Jones, s'il n'est pas dans le combat, il se dit bon, regardez, vous allez voir ce que vous allez voir. Mais Tarver, lui, il se dit attends, toi, tu vas voir ce que tu vas voir. C'est cette image, quand on fait des affiches, on regarde bien, on les a étudiées pendant des années. Voilà, elle n'est pas faite n'importe comment, cette affiche. Et moi, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Tarver, elle lui dit attends, là, cette fois, tu vas voir. Et ben, on a vu. Antoine, on a vu. Hein. T'étais choqué aussi, Antoine? Évidemment que j'étais choqué. On était tous comme deux ronds de flanc. D'autant plus que, même si le premier combat avait été serré et de manière inattendue, on imaginait que Roy Jones avait corrigé, qu'il s'était mieux remis de son retour à 175. Et puis bon, rappelons-nous Tarver. Tarver n'était pas un type qui jusque-là avait eu une immense carrière, hein, on ne va pas se mentir. Il avait une défaite en carrière contre Eric Harding, qui n'était pas non plus un super champion. C'était pas un très grand Tarver, objectivement. Et même s'il avait des atouts physiques, même si on s'apercevait qu'il avait... C'était un bon boxeur, mais il était boring, quoi, tu vois. Mais c'était pas un type qui avait franchement fait se lever les foules jusque-là. Ça ne ressemblait pas du tout à Antonio Tarver de mettre KO Roy Jones Jr. Et le KO en particulier, alors, il est très bizarre. Il est très bizarre. Tout le monde l'a revu 50 fois, mais parce que Roy Jones est dos aux cordes, mais il arrive à mettre un gauche-droite qui a l'air très réussi. Et en fait, sa droite glisse sur le menton de Tarver plus qu'elle ne le tamponne. Et Tarver lance la gauche au même moment, donc par-dessus la droite. Tarver lance son bras arrière juste au même moment. Et lui, il le chope de la bonne façon, en fait. Et il le couche. Donc, objectivement, ça devait arriver probablement un jour à Roy Jones, compte tenu de sa trajectoire, et puis aussi compte tenu de ce qu'il est devenu après. Non, Roy Jones était voué, un jour ou l'autre, à avoir ce genre de déconvenu. C'était pas le type qui allait arrêter à temps. La suite nous l'a en plus prouvé, parce que mais que ce soit arrivé contre Tarver est finalement un truc assez rigolo, parce que c'était assez inattendu, parce que Tarver était un personnage, comme tu dis, Captain. Donc il y a un côté finalement, plaçons-nous sous un angle mythologique, il y a un côté, ben voilà, tu n'es qu'un homme, tu perds contre Antonio Tarver. Voilà, il y avait je dois dire que ça m'a autant j'aimais bien Roy Jones, autant le truc m'a profondément choqué, autant ce qui est arrivé à ce moment-là m'a pas déplu. Voilà. Au bout d'un moment, ben voilà, tu joues avec le tu vas finir par te faire sanctionner.
Bon, mais quelle image, quelle image. C'est aussi saisissant. Il a du mal à s'en remettre, hein, Christian. Ouais. C'est aussi Ouais. saisissant Alors- que Pacquiao contre Marquez 4, cette image-là. Ouais. Ah Peut-être ouais. que Pacquiao Marquez 4 a plus marqué les pirates un peu plus jeunes, mais c'est aussi saisissant. Voilà, c'est vraiment. Et encore, Pacquiao est perdu peu de temps avant. Mais là, enfin, bon. Voilà. Et alors, comme le dit Antoine, c'est vrai, il parlait de la trajectoire, etc. Roy Jones, c'est pour l'instant un 25e championnat du monde. C'est le 3e simplement pour Tarver à l'époque. Les deux boxeurs ont le même âge, 15 ans 35 de ans. carrière. Mais après, on se dit, ouais, ce sont plus des perdreaux, les perdreaux de l'année. Et à 35 ans, on se demande, mais qui est dans la force de l'âge? C'est clairement un tournant dans la carrière de Roy Jones. Quand on a dominé les années 90 et qu'on se retrouve, arrivé sur le toit du monde des poids lourds au début des années 2000, mais allongé face à Antonio Tarver, dont on a dit que ce n'était pas vraiment le phénomène de sa génération, on se pose des questions pour Jones, et c'est clairement le tournant de la carrière de Roy Jones. Et puis on arrive au mois de juin. Et le mois de juin, c'est toujours la figure de la boxe qui a cette date des fêtes nationales mexicaines. Et en 2004, qui est the face of boxing? C'est notre Oscar, chouchou, adoré, Oscar de la Hoya, qui est dans un nouveau chapitre de sa carrière et chez les moyens pour tenter de reprendre des titres. Et le titre WBO est en jeu contre Felix Sturm, grosse star allemande. Grosse star allemande. C'est un combat qui est très, très attendu en Allemagne. Ça vous dit aussi de ce que c'était il y a 20 ans, le marché allemand. Felix Sturm, qui est star allemande, boxeur, non pas prévisible, mais boxeur classique, on peut dire, va faire tout un combat, mais je te dirais un combat de poids moyen, sérieux, appliqué, studieux, sans prendre énormément de risques. Il n'y a pas aussi beaucoup de création, la création plutôt du côté d'Oscar, mais de façon extrêmement timorée. Et là, on a certainement, non pas le faux pas, mais on a certainement un des rares combats questionnables de Oscar de la Hoya dans sa carrière, il n'y en aura que quelques-uns, où on peut se dire que la décision, c'est assez alambiqué pour lui donner, il l'aura, mais que surtout, les poids moyens pour Oscar, est-ce vraiment la bonne catégorie pour lui? Et au regard de ce combat, c'est vraiment la question qu'on peut se poser, qu'on n'accepte pas à l'époque de se reposer. Je m'en souviens extrêmement bien, je vous parle de mémoire, mais l'esprit de l'époque était à ne pas voir cela. C'était juste dubitatif. Est-ce que c'était une soirée sans? Mais physiquement, ça devenait dur pour Oscar. Et il s'en sort bien. Les juges, on est à Las Vegas, on est chez lui dans son fief. C'était très dur de ne pas lui donner la décision. Et ce combat n'était qu'un palier à passer pour aller sur le grand combat qui arrivera en septembre et qui est déjà prévu, comme vous voyez sur l'affiche, qui est déjà prévu face à un autre Hall of Famer. Pour Ayala, c'était un combat vraiment très très important. Pour regarder Jermaine Taylor, dont je vous ai fait une discussion Hall of Fame, était en sous-carte. On est donc le 19 juin 2004. Et en fait, un an après Pacquiao, Barrera montre qu'il est encore là. Il est encore là. Et quand il va falloir passer la seconde dans le combat et arrêter Ayala, il va le faire. Et encore une fois, avec Barrera, c'est fracassant et c'est brutal. Mon cher Nico. Et on voit encore une fois que Barrera, il connaît pas les combats de reprise. C'est-à-dire qu'il passe du désastre Pacquiao à ce Poli Ayala qui est quand même un type super dur. C'est un type dur, agressif. C'est un gaucher agressif. La
j'avais développé toute une théorie sur les tough, Top Fighter. les tough gauchers, tu sais. T'avais les gauchers élusifs, genre Ouais. Whittaker, et les toughs à la Marvin Hagler. Bah, Poli Ayala, il est Colazo. vraiment... Il Ouais, il c'est est dans ça. ce registre-là, tout à fait. Ouais, exactement. Et Barrera, en fait, il le décrypte super bien, et avec notamment l'usage de l'uppercut. C'est-à-dire que Poli Ayala, il boxe assez bas, en fait, et il tombe sur son bras arrière quand il le balance. Et pendant tout le combat, qui est assez court, hein, parce qu'il l'arrête au combien Je me au souviens plus, mais je 10e? crois que c'était quand même au 10e. Hein. Ouais. Ah, au 10e, ouais, pardon, ouais. Pendant tout le combat jusqu'au 10e, uppercut. À chaque fois, il le prend en uppercut. On avait plutôt l'habitude de le voir en crochet, hein, et il le massacre comme ça, hein. Il l'envoie plusieurs fois au sol. Et franchement, c'est chapeau de revenir à ce niveau immédiatement après une déroute comme celle qu'il a vécue contre Pacquiao. Là, il se refait le plein de confiance dans sa propre boxe, confiance dans son punch, confiance dans sa dureté. C'est un très beau combat. Finalement, là, c'est un vrai crève-cœur concernant Mike. On va aller sur son combat et donc on va en 2004. On va du côté de Louisville. Symboliquement, c'était très fort. Louisville, c'est la ville de Mohamed Ali. Et on y va. Je vous mets l'affiche Return for Revenge. Je vous expliquais que Tyson était toujours back. C'était toujours un return. Tu sais, c'était le retour de Tyson. Éternellement un retour. Oui, il boxait une fois par an. Donc c'était un return. Contre Danny Williams, boxeur anglais, dur au mal, qui avait déjà fait sa réputation en ayant réussi à gagner alors qu'il avait un épaule disloquée en Angleterre. Je vous conseille son combat-là. Donc un mec, un dur, courageux. Voilà. Du côté de Tyson, en fait, c'est là où l'histoire, je pense que c'est là où le destin s'est acharné sur Tyson. Parce que Tyson, il était dans ses phrases, ça n'est pas trop mal, mais en fait, il y a un regain de sérieux chez Tyson. Pourquoi ? Je vous explique. Il va s'entraîner, parce qu'on a oublié de le dire par rapport à la soirée contre Lewis, c'est que malheureusement, Tyson, il y a le coin de Tyson. Ils sont en train de s'engueuler pour savoir qui doit parler à Tyson, alors que Tyson est dans le dur. On a oublié ça. Hein, si tu te souviens, Antoine et Christian, voilà, c'était enfin, vraiment, ça décrivait tellement l'ambiance autour de Tyson, malheureusement. Et là, il va du côté de Freddie Roach. Freddie Roach, qui s'est installé en tant qu'entraîneur, il est déjà avec Pacquiao. Tyson aime beaucoup le travail de Freddie Roach avec Pacquiao. Il dit, allez, Freddy, est-ce que tu peux me préparer ? Et alors, Tyson est vieillissant. Donc, vieillissant, qu'est-ce que ça veut dire ? Tyson massif. Ça n'a jamais été à l'avantage de Tyson d'être un boxeur massif. Et là, tu le vois, il est musculeux, il est massif. Bon, on se dit, voilà. Sauf que, regardez ce combat. Déjà, il y a une ambiance incroyable. Louisville est tellement content d'avoir Tyson chez eux. Je veux dire, l'ambiance, c'était quelque chose. Le combat arrive et on voit un Tyson sérieux. Il arrive sur le ring, il est sérieux. Il est même en écoute de Freddie Roach. Freddie Roach se retourne, lui parle, et t'as Tyson qui dit ouais, c'est vrai, qui acquiesce en vrai étudiant, tu vois, un Tyson humble finalement. Le combat se passe et il y a un premier round où Tyson, effectivement trop massif, n'a pas d'excellentes jambes, sauf qu'il y a des très bons réflexes. Sauf, si vous voulez vraiment voir les derniers moments de Tyson boxeur, regardez ce premier round de Tyson contre Williams. Il trouve les ouvertures. Ça, comment dire, ça trouve bien, c'est clair, c'est net, ça trouve bien, ça fait très mal à Williams, il le fait chavirer, et puis patatras. Là, le destin, c'est là, les dieux de la boxe, ils ont décidé pour Tyson. Boum. Il se, je sais pas, il se luxe, le genou. Ça se voit. Il a même une réaction, même lui, il est choqué. Il a une réaction de retrait. Merde, qu'est-ce qui s'est passé sur mon genou ? Il regarde même l'arbitre, parce que lui-même est en situation de panique, pour vous dire. Et donc voilà, il a un genou en moins. Et là, ce qui aurait pu être une belle petite victoire de Tyson, ça va devenir la Bérésina, parce que Williams s'en sort bien. N'oubliez pas quand même qu'il aura quand même 2 points de retrait. Williams était à ça de se faire disqualifier. Et patatras en 4 rounds, au 4e round, c'en est trop. Il prend une avalanche de coups
alors qu'il était dans le combat, mais là, il prend une avalanche de coups, il s'effondre, et regardez le regard de Tyson à ce moment-là. C'est pas qu'il veut pas remonter, c'est que c'est un Tyson qui sait que c'est fini. C'est totalement fini. Voilà, c'est très très crève-cœur. Moi, c'est mon vrai crève-cœur. Excuse-moi, j'ai beaucoup parlé. Vas-y, Antoine. Ah non, mais alors, cœur, oui. Une forme d'injustice sur cette histoire de genou, absolument. Je crois aussi que, alors, on a vu Tyson faire des choses étranges sur le ring et inhabituelles chez lui, et peut-être aussi, enfin, c'est assez lié peut-être à la patte de Freddie Roach. On sait que Roach, c'est un entraîneur qui est très bon pour remettre un gars en selle, pour le regonfler psychologiquement, Ouais. et pour lui donner un allant offensif. Mmh. C'est un peu ça qu'il a fait avec Cotto, c'est ça qu'il avait fait avec Manny, enfin, voilà, et on voit Tyson, effectivement, très offensif, qui envoie des séries du gauche, mais du gauche seul. Alors ça, il s'ouvre en faisant ça, mais il envoie parfois 5 crochets de suite ou ce genre de truc, enfin, c'est assez, et effectivement, il a un vrai allant offensif. Quand il coince Danny Williams, le bombardier de Brixton, dans les cordes, mais Williams, en fait, travaille intelligemment au corps. C'est-à-dire que lui, il se laisse pas complètement faire, et dans les corps à corps, dans les accrochages, il a compris qu'en fait, Tyson a 38 ans et qu'il a beaucoup perdu en endurance. Comme tu l'as dit, il boxe pas souvent, etc. Donc, il est bien prenable sur la caisse, en quelque sorte. Donc, il a beaucoup de coups au corps. Ça va être à l'origine. Alors, il va taper une fois après la cloche, il va mettre un coup bas. C'est pour ça qu'il prend les points de pénalité. Mais il a un plan. Il a un plan. Et c'est un bon petit boxeur. Il a perdu contre Julius Francis, certes, mais il l'a rebattu, il a pris sa revanche depuis, il a fait 3 défaites en pro. Enfin, c'est un type, bon, bah voilà, correct. Et surtout, il a 31 ans. C'est un mec qui connaît son métier, il a 31 ans. Donc en vérité, son travail au corps, le genou de Tyson, et le fait qu'effectivement, le combat, quand même, malgré tout, Tyson a dépensé beaucoup d'énergie dans un style un peu emprunté à Roach sur les 3 premiers rounds, au 4e, effectivement, il se loupe sur une série, il prend un contre et il prend une très très longue série de coups de la part de Williams. Ça fait du mal. En tant que spectateur, ça fait un peu de mal. Et effectivement, Williams le sèche relativement proprement. On ne saura jamais ce qui se serait passé à un genou près, en effet. C'est super dommage. Le combat en soi, alors même si c'est l'ombre de Tyson, le combat n'est pas désagréable, en fait. Je veux dire, c'est pas une grosse farce. Ah non. C'est un 2 fight. combattants qui s'envoient. C'est un fight. C'est un vrai. Il y a quelque chose. Alors, ouais, regardez, tu as bien fait de le rappeler, Captain, le combat de Danny Williams contre Mark Potter sur YouTube, un peu comme Harry Potter. Effectivement, on le voit avec le bras gauche qui pendouille, finir le mec avec la droite, c'est un truc. J'ai jamais vu ça, je reverrai jamais ça. Enfin, bon, mais ça prouve que. Certes, il avait mangé au premier round, mais il était toujours là, Williams. Il voulait pas tomber, en fait. Enfin, il voulait gagner ce combat. Il avait en tête de le gagner. C'est bon. Avec le coach de James DeGale dans son coin. Vas-y, Christian. Oui. Et c'est vrai que. Vas-y. Pardon, oui. Comme effectivement, il pensait bien sûr pouvoir remporter ce combat, mais il expliquait après le combat en fait comment il avait battu un homme, Mike Tyson, qu'il pensait invincible. À l'époque, même, je me rappelle d'une interview qu'il avait réalisée. Il disait que Mike Tyson, il était vieux à l'époque, et il était lui, Danny Williams, un peu gêné d'avoir battu un si grand boxeur, un si grand combattant. Et il dit, si ça avait été le meilleur Tyson, j'aurais pas duré un round. Et donc, comme tout le monde, il pensait qu'il était invincible. Mais il se souvient aussi que c'était incroyable. Il pensait que ce Mike Tyson était fait de métal. Et quand il s'est retrouvé face à lui, il a compris que ça allait mal tourner pour Tyson parce que c'était plus le grand Tyson. Il savait comment il a vécu. Il savait que il avait trop fait la fête, qu'il avait donc perdu face à Lennox Lewis, que ce n'était vraiment plus le Mike Tyson qui, au début de son épopée, aurait pu battre le record d'un certain Rocky Marciano s'il n'avait pas été battu par James Buster Douglas. C'est tout ce qu'on pensait au début de l'histoire de Mike Tyson. Et ce jour-là, contre Danny Williams, c'est vrai qu'il y a un petit H à l'histoire de la boxe, à l'histoire de Mike Tyson. C'est plus le grand H, mais c'est la petite histoire de Mike Tyson qui était le plus grand et qui se retrouve ici comme un boxeur, on va dire,
normal, battu par Danny Williams. Et sur un fait de combat dont que vous avez évoqué avec cette histoire de genou, c'est terminé. On a parlé du combat précédent, on a dit que c'était la 50e victoire de Mike Tyson. On s'est posé la question de savoir est-ce que ce serait sa dernière? Est-ce que ce serait d'ailleurs son dernier combat contre Danny Williams? Une fois qu'on a été battu comme ça, on se dit voilà, c'est le dernier combat, c'est terminé. On plie les bagages, on arrête, on rentre à la maison à Las Vegas et on termine. Il n'y a plus de farce, il n'y a plus de boxe. Mike Tyson nous a fait rêver, mais Mike Tyson ne doit plus nous montrer aussi l'image d'un boxeur battu, parce que on a toujours vécu avec Mike Tyson, avec un Mike Tyson vainqueur, un Mike Tyson invincible, imbattable. Et même s'il a perdu contre Buster Douglas, même s'il a perdu 2 fois contre Holyfield ou Lewis, on a toujours en tête que Mike Tyson, c'est une icône. Mike Tyson, on ne le voit pas comme ça dans les cordes et terminé à terre comme un vulgaire boxeur ou journeyman et qui vient simplement chercher son cachet. C'est pas Mike Tyson. C'est pas en tout cas moi le Mike Tyson que j'ai connu et qui m'a fait vibrer et qui me fait encore vibrer quand on en parle. Que tu veux conserver en mémoire, c'est vrai qu'on l'a sur la fin. Effectivement, ça vient ternir l'aura sportive de Tyson. Et Freitas Corrales, encore une fois, c'est Dangerous Intention. Franchement, super titre. Parce que on y va là. On y va pleinement. Et c'est un combat, alors où je trouve Corrales est très fort physiquement, je trouve, sur ce combat. Tu le sens pas, tu le sens pas secoué aucunement par Freitas. C'est bien plus le contraire. On découvre un Freitas dans le dur. Corrales va mettre Freitas dans le dur, et il va lui faire. Franchement, c'est un combat où tu te dis le mec lui fait mal. Regarde, il a ce short qu'il a pas assez mis, je trouve, noir et blanc. Je trouvais que ça lui allait super bien. Il était plus camouflage d'habitude. Ouais, c'est ça. Il va faire bien mal à Freitas. Il va le knocker plus d'une fois d'ailleurs. Et sur la fin du combat, sur donc le dernier knockdown, tu te dis même que Freitas, il a envie d'arrêter les frais, que il dit bon, j'y vais plus, j'abandonne. Il abandonne. Voilà. Il abandonne. Ouais. Il abandonne. Alors qu'il était invaincu. Le mec était à 35-0. Énorme victoire. Il était invaincu. Alors, pour la petite histoire, justement, Corrales, en battant Casamayor, il a gagné le titre vacant WBO à 130 livres, qui avait abandonné Freitas. Freitas est monté de catégorie. Donc là, on s'affronte pour la ceinture WBO des poids légers. Et en effet, Freitas, et quand même, il fait 1m68, Freitas. Donc il est vraiment beaucoup plus petit que Casamayor. Il est plus petit que Casamayor, il est beaucoup plus petit que Corrales. Et il va jouer au début sur la dynamique. Et en effet, quand tu mates les 3 premiers rounds du combat, Freitas lui met des trucs, il lui met des over and right, comme qui rigole. Il marche in and out. C'est un boxeur assez impressionnant à avoir boxé, assez beau à avoir boxé d'ailleurs, Freitas. Alors, il a un peu la tête de Dominic West, l'acteur. Une espèce de petit Dominic West. En fait, sur cette photo-là, c'est moins flagrant que sur les films. C'est vrai, t'as raison. Il me rappelle Dominic West. Bon. Et Corrales, un peu comme d'hab, il le suit, petit à petit, il en met une en bas, il en met une en haut, etc. Et de plus en plus, Freitas est dos aux cordes, de plus en plus, il se fait coincer, il se fait timer. Et surtout, la différence physique, tu l'as dit, ce qui est marrant, c'est que Corrales vient de monter des 130 livres, mais là, tu t'aperçois qu'en fait, il aura commencé sa carrière à 135, il aura peut-être eu beaucoup de succès aussi, parce qu'à 135, au fond, il a moins à se tuer pour faire le poids, et c'est une machine. C'est-à-dire qu'il encaisse les droites de Freitas. En fait, rien à foutre. Il ne sera pas éprouvé par une droite de Freitas avant le 6e ou le 7e round. Il n'en a rien à péter, il les prend toutes. Il les mange, mais alors comme si c'était des chocs à pic. Et inversement, il avance. Et Freitas, lui, tu sens qu'il est secoué à peu près à chaque fois où ça touche. Il est asphyxié, il est secoué, tout à fait. C'est criant de vérité encore. Et il va 2 fois, tu sens qu'il éprouve enfin Corrales un peu, je crois que c'est au 7e. Donc tu te dis, mais putain, si ça se trouve, il a la solution. Et en fait, non. Au 8e, c'est Corrales qui le met à terre là encore, il est dos aux cordes, Freitas, et il prend, en fin d'enchaînement, il prend un crochet droit extrêmement violent.
Et là, le combat est fini, c'est-à-dire que Freitas se relève, mais il est vide. Alors, il y retourne assez courageusement, mais au 9e, il retombe. Il y retourne. Alors, d'ailleurs, Gossen va gueuler parce qu'il crache 2 fois sur le protège-dents pour. L'histoire nous montrera que le protège-dents, c'est un coup qu'aura retenu son adversaire du soir. Mais donc, il y retourne. Et à la fin, donc, il retombe une 3e fois au 10e round. Et là, c'est Nomas, quoi. Là, il n'en peut plus. Il est debout. Il est debout. L'arbitre lui demande s'il est OK pour reprendre. Il retourne vers son coin. Le mec est détruit, quoi. D'ailleurs, il recombattra une poignée de fois, mais plus des masses. Le traitement voilà. Corrales, avec Garcia, ça Comme lui sera pas. exactement Corrales, c'était un tueur de carrière. Oui. C'était un tueur de carrière, il n'était plus le même. Regardez Freitas après. Je crois même qu'il y a un combat je me trompe peut-être parce que je l'ai vu qu'une fois, mais contre Juan Diaz, qui était le baby bull à l'époque, hein, contre Freitas. C'est possible. C'est possible. Et où Freitas ne pouvait plus prétendre à grand-chose à cause de ce qu'il avait vécu contre Diego Corrales. Et puis c'est une énorme victoire. Vraiment, comprenez, plus cette ceinture de WBO lightweight, elle va être hyper importante pour la suite de l'histoire. Parce que là, De La Hoya tente d'aller chez les moyens prendre le titre contre une figure dans l'histoire des moyens. Hopkins restera une figure des moyens dans un combat où, écoute, comme le dit Nico, De La Hoya fait tout bien. Il fait les choses bien, tu vois. Et puis, il y a ce moment, il y a ce coup au corps, et un De La Hoya qui s'effondre et qui ne peut plus se relever. Une sensation amère qui reste en moi. Christian, toi, ça a été ce même genre d'émotion que tu as eu? Quand on prend un coup au foie, comme le coup qu'il a pris par Bernard Hopkins, et on sait en plus que l'exécuteur, puisque c'est comme ça qu'on l'appelait, il exécutait aussi très bien ses coups et notamment ce crochet gauche, il a été complètement coupé. On le voit, il est en fait, c'est plus que des souvenirs. Entre le coup et la seconde où il tombe après, on a l'impression que ça peut être une éternité, qu'on se demande mais pourquoi il est tombé. Non, c'est chaque boxeur vous le dira, vous avez le souffle coupé, c'est terrible, ça vous coupe les jambes, vous tombez et on a cette image d'Oscar De La Hoya qu'on n'avait jamais vue, mais se roulant sur le ring pendant des secondes, c'est quelque chose de terrible et c'est pas l'image d'Oscar De La Hoya qu'on veut garder et qu'on aime voir. Ouais, et toi, Nico, là, ce combat-là? Il y a une histoire de catégorie, là, c'est Hopkins, en plus, il montera assez haut donc c'est un gros moyen. Et puis, je trouve que c'est une question physique, à mon avis, là. C'est trop, quoi. Ouais. C'est trop, et c'est vrai que Oscar fait tout bien. C'est vrai aussi que, on le sait, Hopkins, c'est un boxeur extrêmement intelligent. Donc, il panique pas, il attend, il travaille. Il perd les rounds et il panique pas. D'ailleurs, pour l'anecdote, j'avais entendu De La Hoya dire quelques années plus tard, quand il avait embauché Hopkins pour travailler chez Golden Moon Promotion, que puisqu'il avait pas pu le battre, il avait préféré en faire un collègue. Et tu l'as entendu dans l'interview en one-on-one de Christian Delcourt avec Oscar De La Hoya. La boucle est bouclée. Et oui, tout à fait. La carrière donc continue, mais regardez, on connaît l'année 2004. D'ailleurs, avec Antoine, nous avions fait l'année dernière, on vous conseille la discussion Glenn Johnson, son futur adversaire, mais regardez comment HBO vend le combat de reprise de Roy Jones contre Glenn Johnson, qui c'est un dur, Glenn. On vous en a parlé, c'est pas n'importe qui que tu prends. Mais regardez l'affiche. Mais c'est comme si le point d'interrogation et comme si ce choc qu'on a eu quelques mois auparavant n'avait pas eu lieu. Tu vois, il est encore tout seul Et là, c'est ce qui est assez dommage, c'est qu'il ne, comment dire, il ne s'est pas remis de ce KO contre Tarver. Il reboxe trop vite finalement. Et Glenn Johnson prend sa chance à fond. Il donne un combat dur comme il sait les donner, les combats durs, Glenn Johnson. Tu vois, on en a beaucoup parlé avec Antoine. Et puis au 9e round,
bis repetita, dans un même genre, et là, ça sera pas une gauche, ça sera une droite. Et voilà. Coup sur coup. Et là, c'est un KO qui, d'ailleurs, fait encore plus mal. Parce que il reste allongé, alors que contre Tarver, il avait essayé, il s'était un petit peu emmêlé les pinceaux, mais il avait essayé de se relever. Là c'est la deuxième énorme douche froide, deuxième KO coup sur coup, et KO dur, KO symboliquement dur. Là, là, on passe à l'effroi. Là pour beaucoup, dans les journaux, dans les magazines, tout ça, c'est la fin de Roy Jones. C'est la fin de Roy Jones. Coup sur coup comme ça, Christian, là, vous vous êtes dit, faut arrêter les choses. Ben oui, il y a deux images. Alors, si le capitaine remet l'image, l'affiche de ce combat, on s'aperçoit au début que voilà, Roy Jones, il est bien, il est musculeux, etc. Il n'y a personne qui peut le mettre à terre, etc. Il va d'ailleurs combattre contre un sac, quoi. Un sac où il est à l'entraînement. Voilà, il a crevé c'est ça. On se dit, tiens, il y a une défense d'éléphants qu'on croit sortir du sac. Enfin, on ne sait pas trop ce que c'est. C'est une première chose. La deuxième, un chaos comme celui qui a eu Roy Jones, c'est terrifiant. Il est quand même resté, je ne sais plus si c'est une dizaine de minutes, mais très très longtemps avant d'être évacué sur une civière et d'être emmené à l'ambulance. Voir Roy Jones comme ça, KO pour le compte, parce que ça c'était le compte. Alors quand on disait oui, Antonio Tarver, pour moi c'était l'arrêt de sa carrière, mais ça c'est qu'une confirmation que c'est l'arrêt de la carrière du grand Roy Jones. Voilà, il y a des moments, il ne faut pas aller chercher plus loin. On peut rester sur un ring, on peut continuer, on peut faire des comebacks, mais il y a un moment, on n'est plus le boxeur qu'on a été. Et la preuve, après, on peut continuer de rencontrer des boxeurs, et notamment un petit peu plus tard, Trinidad, notamment, etc. On va en parler. Nous, à Canal, c'est clair et net, Roy Jones, voilà, on le suit, je dirais par médias interposés, mais on ne va pas s'interposer ou s'intercaler dans sa carrière et le faire revivre à vous, les abonnés. C'est le dernier grand hurrah de Trinidad à mes yeux, et je pense aussi du tien, avec un combat. Alors, la boxe, c'est trop dur pour qu'on utilise ce genre d'adjectif, mais j'ai quand même le dire, mais super fun à regarder, mais génial à regarder, un combat de bois en fait, quelque part, mais ça envoie du parpaing, mais c'est génialissime. Bien sûr, il y a un personnage qui contribue à ça. C'est qui? Ben, c'est Mayorga, c'est ce fou de Mayorga. On est au Madison Square Garden, c'est rempli de portoricains. Alors attention à l'ambiance, c'est une des plus grosses entrées du Madison Square Garden de ces 30 dernières années, peut-être avec l'entrée de Miguel Cotto contre Zab Judah, tu vois. Bon, en termes de dinguerie, en termes de dinguerie du public, on est là, mais là on est vraiment là. L'entrée de Trinidad, c'est un seigneur, hein. C'est Jésus. C'est Jésus qui revient contre le méchant Mayorga, et puis ça va envoyer. Qu'est-ce que ça va envoyer? Mais ça va envoyer. De toute façon, pouvait-il en être autrement avec Mayorga, qui était encore un Mayorga sérieux, malgré tout, malgré sa folie. Alors ça, le combat d'après, je pense qu'on va parler, je pense que tu y étais, Christian, mais celui-là, peut-être tu y étais pas. Je sais pas. Non. T'es pas. Non, là. Voilà. Mais alors, quelle dinguerie. Antoine, parle-nous-en, parce que c'est génial. C'est un peu la quatrième dimension. Alors, comme tu l'as dit, bon, Mayorga a fait le méchant, mais il a toujours fait ça dans sa carrière et ça l'a jamais beaucoup embêté. Hein. Donc, alors Mayorga, il est ordurier, il fume des clopes, il est, il est à la frontière du professionnalisme. On se demande comment ça marche, mais c'est un vrai boxeur. C'est-à-dire qu'il faut, quand on se présente face à lui sur le ring, et ça fait quelques temps que Tito a pas boxé, il faut quand même être au taquet. Une star au taquet bat Mayorga. Une star pas au taquet, ou alors stylistiquement perturbée comme Vernon Forrest, qui n'a pas la clé pour battre Mayorga, elle peut avoir une mauvaise surprise. Alors Mayorga fait son Mayorga, il prend, je crois, en 8 rounds, je crois que ça finit au 8e round, il prend une des pires dérouillées que j'ai vues de ma vie. Objectivement, c'est un truc, on a mal pour lui. À un moment, il va au tapis sur une gauche au corps, c'est un truc, la boxe fait parfois mal aux spectateurs, hein, on le sait, j'ai encore mal de ce coup-là, objectivement. Je l'ai pas vu en direct, je l'ai vu en rediff. Pétard, c'est un truc abominable. Je crois que Tito va au tapis,
C'est-à-dire que Mayorga fait partie des Ouais. 7-8 boxeurs. Son Mascorin gant Knockdown touche le contre sol. Zato Trinidad. Son gant touche le sol, tu Ouais, sais. son gant touche le Son sol. gant touche le sol, Et c'est un knockdown. c'est toujours ces soucis d'équilibre. Mm. Et c'est un feu d'artifice. Les mecs s'en envoient. Objectivement, le souvenir que j'en ai, c'est mais comment on peut manger autant que Mayorga et leur demander comment Parce c'est que physiquement Trinidad, possible. là, Mayorga, il a trop chauffé le Trinidad. Et le Trinidad, là, il y allait pas pour, il y allait pour lui faire mal, tu Une vois. fois plus, il avait pas. Ouais. Le mec avait pas la grande gueule des Portoricains. Juste, il prenait note, il montait sur le ring avec l'œil bien en l'art, et puis il envoyait, quoi. Voilà, ouais, non, je vous conseille, c'est un combat fou à voir. Et puis, et après, il y a une différence de niveau technique qui fait que Trinidad, ça fait mal. Et c'est le grand dernier hurrah de Félix Trinidad. Je vous montre un petit peu une photo. Je vous avais prévu une photo. Regardez cet uppercut là, ce crochet uppercut qui arrive. Enfin voilà, vous allez avoir ça pendant 8 rounds. Hein, donc, voilà. Et le titre, c'était Back with a Vengeance. Voilà, c'était bien trouvé. Mais c'était un bon casting, hein, Mayorga, à chaque fois. It starts very, very badly for you. The second round, you're knocked down, and how many pounds? The discrepancy was crazy. It's maybe one of the craziest pounds discrepancy I ever see. And you had to adjust, like we say in hockey, you running from behind for the headbutt, step by step, round by round. You came back to really dominate in terms of skills. How do you remember that fight? Because it was, I think, in terms of emotion, must be crazy. Me and Jamil, good friends. We were very good friends before the fight. That fight, we were fighting like we were brothers. I mean, he was so determined to beat me. He was like, and that's how me and my brother is. That's when we spar, we go at it. Like we just go at it like cats and dogs. That's what me and Jamil did. And afterwards, we're still friends. That was a tough fight. We weighed in on Thursday. It was all a heavyweight show. So we weighed in on Thursday. We fought Saturday. When I looked across the ring on that Saturday, even my father looked at me like, oh my goodness. It looked like he put on 15 pounds. He was humongous. Yeah, he was huge. I lost about 8 pounds. I mean, I was so small because I don't have to eat now. I don't have to put on all this weight. It's 2 days went by. That morning, I weighed 204 pounds the morning of the fight. And I barely eat anything during the day because I'm so nervous. I'm so amped up. I rarely eat. But I don't have to because I'm tired of food anyway because I'm eating so much in training camp to keep my weight up. That fight, it took everything out of me. He was so big, but he was so athletic. It was different than being just big. He was athletic, like moving, fight. I mean, then I started seeing him fade in the middle of, like in the mid round. He started fading a little bit, and my thought was, I had been down. I knew I had been knocked down in the fight in the second round, but I knew I was down in rounds. Like in the 7th round, I'm like, man, I gotta come back. I gotta do something. I'm gonna lose my belt. I started pouring it out. I started picking it up, coming on. I heard him in the 11th round. Boom, anywhere shot. He buckled a little bit. I put combinations on him. But we finished a great 12 round. I thought it was a great 12 round. It was grueling. That was hard. I mean, that was really hard. Yeah, and I suppose it was brutal for you to recover from that kind of fight. Yes. I did. It took me probably 3 months to fully recover. Et donc cette année 2004 arrive avec, si on peut dire, la fin de l'histoire. Parce que la trilogie arrive. 2004, pay-per-view, MGM Grand Garden, tout est réuni. Morales, Barrera, le 3e combat, qui
encore une fois, est le Thrilla in Manila mexicain. Et oui, parce que ils ont un peu ralenti tous les deux et c'est vrai que comme Ali Frazier numéro 3, ça donne parfois des combats encore plus spectaculaires, encore plus explosifs, encore plus poignants qu'attendu, quoi. Et ce combat, waouh, c'est incroyable. En termes d'intensité. Intensité, en termes de technicité, encore un guerre épée à vous taper, les amis. Ah ouais. Parce que chaque seconde compte, chaque mouvement, chaque jab, chaque contre, c'est exceptionnel, avec cette sensation que on va se faire de plus en plus peur dans les championship rounds. C'est-à-dire que Morales donne le tout pour le tout. Parce qu'au-delà de la victoire ou de la défaite, ces deux hommes sont dans le récit d'une histoire qui les dépasse, mais qui en même temps va les définir pour tout le reste de leur vie. Donc moi, ce que j'aime dans ce combat, c'est que j'ai vraiment pas l'impression d'avoir deux hommes qui se battent pour simplement la victoire sportive. On est totalement dans une autre stratosphère, c'est pour ça que c'est enivrant. C'est que en fait, c'est l'honneur, tu vois. Ouais. Et que ces championship rounds où Morales, à un moment, j'ai l'impression qu'il est en train de breaker, et encore, je crois que c'est au 12e. T'as encore le moment de révolte. Ouais, moment Barrera. Le moment de révolte. Il se révolte contre le constat de fait de se pris trop de coups, de sentir que le round, peut-être le combat lui échappe, et il y va de plus belle. Encore une fois. C'est iconique. Alors, c'est juste dingue. Et honnêtement, j'ai beaucoup de mal, encore une fois, à définir clairement un vainqueur. Tu vois. Ah, moi je trouve que je suis assez, pour le coup, c'est le seul résultat des trois sur lequel je suis assez raccord avec les juges. Moi, je suis d'accord. Hein. Moi, je suis d'accord avec Barrera vainqueur. Mais je trouve que Morales, moi, je trouve que Morales est très intelligent dans le sens où tu le sens peut-être dominé ou tu sens Barrera devant, mais il est toujours accrocheur. Tu sais, c'est comme un cycliste qui quand même mord ta roue constamment et tu n'arrives pas à le lâcher. Tu n'arrives pas à le lâcher et tu as les championship rounds où il tente une accélération. Ouais. Mais Barrera, quelque part, moi je suis d'accord avec l'histoire du combat, parce que Barrera refuse, dans ce dernier round, à Morales la conviction de la victoire. Il lui refuse ça. Mais je crois que dans le combat, Barrera montre d'une certaine manière une légère supériorité pugilistique dans la maîtrise de l'art de la boxe. Tu vois, dans sa manière de casser la distance, le nombre de fois où il arrive à trouver des ouvertures au corps. Combien de fois Barrera arrive à super bien timer et le crochet du gauche. Bam, bam, bam. Et dans un Morales qui est dans un super bon in and out. Ah ouais, c'est clair, Morales c'est extraordinaire, mais d'une certaine manière, alors, c'est vrai que c'est un peu cruel pour Morales, mais j'ai l'impression que sur ce troisième combat, il arrive à imposer peut-être une certaine supériorité, montrer qu'il, d'une certaine manière, il a plus de ressources pugilistiques, pas mentales ni physiques, mais pugilistiques que Morales. D'une certaine manière, il démontre, je crois, qu'il est un boxeur plus complet, peut-être un tout petit peu plus intelligent que le Wild Morales, qui n'est pas que wild et qu'on adore malgré tout, mais moi je sens quand même une petite supériorité pour emporter le morceau, quoi. Tout à fait. Il y a ça. Et donc, l'histoire se finit. Alors, anecdote, c'est que l'histoire se finit. Donc, 36 rounds. Vous croyez qu'ils sont apaisés quand, après l'annonce du combat, les deux clans commencent à se chauffer et les deux sont prêts à repartir.
sont prêts à repartir. Heureusement que Chavez finira quelques années plus tard à les réconcilier, mais ils étaient prêts à repartir. Hein. Tu vois, quelque part, rien qu'avec ce moment-là qui a été capté par les caméras d'HBO, ils auraient pu faire comme Marquez et Vasquez. Ils auraient pu faire un 4e combat. Hein. Ils auraient pu y aller sur un 4e. Mais quelle trilogie! Et encore une fois, pour conclure sur cette trilogie, parce qu'on parle des plus grandes trilogies de boxe, pour moi, c'est la plus grande. C'est pas, comment dire, humainement la plus belle, c'est Ward, et humainement et pugistiquement, enfin, ça se pose là aussi, hein. Mais Ward Gatti est la plus belle. Sauf que la plus grande trilogie, dans le sens que c'est une rivalité, c'est Barrera Morales, mais de loin, je vais te dire même, je vais peut-être faire un sacrilège, mais de loin. De loin. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, tu prêches en converti, mon vieux. T'as un niveau. Je sais, mais non, mais t'as un niveau d'intensité, et puis surtout aussi de qualité. La qualité de la boxe des deux, elle s'est jamais. Elle a toujours été là du premier au 36e round, tu vois. On n'a jamais eu l'impression, comme on a eu par exemple dans Ali Frazier 2, qu'ils étaient carbonisés tous les deux. Non, ils sont toujours à fond, ils sont toujours au top, ils sont toujours. Et c'est tellement dur de déterminer un vainqueur moral, même si moi je pencherais un peu plus du côté de Barrera, que justement ça fait vraiment la légende de cette trilogie, c'est-à-dire que tu peux revoir les combats des dizaines de fois et toujours te reposer les mêmes questions. Mais à quel point. Et surtout, tu revois ces combats et c'est des combats que tu revois en te disant toujours, mais ils vont craquer. Ils vont craquer, c'est pas possible, ils vont craquer. Morales, il va puiser. Parce que Morales, je crois qu'il se crame un petit peu plus que Barrera. En tout cas, plus souvent dans cette trilogie, à plusieurs reprises. Tout à fait. Et parfois, dans le premier et dans le troisième. Il est vraiment dans le rouge, mais il est scandaleusement dans le rouge et non, il arrive à remonter, tu vois, à rester, à s'accrocher, à parfois renverser la vapeur. C'est incroyable. C'est plus humain, quoi. Non, c'est plus humain. C'est pour ça que je vais te dire, je l'ai déjà dit dans d'autres émissions, mais imagine les extraterrestres arrivent et se posent la question, c'est quoi de ce truc qui s'appelle les hommes? Je pense que les mecs devront essayer d'accumuler et de collectionner les grandes œuvres d'art, les grands livres, les grands tableaux, la musique, les symphonies, tout ça, et les grands combats de boxe. Et ils devront passer par Morales Barrera pour comprendre ce que c'est les aspects de l'humanité. Il y a des choses profondes, j'en fais peut-être un peu trop, je m'en fous, mais il y a des choses profondes de cet ordre-là qui sont intrinsèquement dans cette rivalité. Vraiment, c'est magnifique. C'est sublime. C'est juste sublime. Et grande classe, parce que Winky, c'est aussi la grande classe. Dans l'interview d'après-combat, faut savoir que Mosley et Wright se connaissent depuis l'adolescence. Hein. Dans les tournois amateurs, ils s'étaient déjà rencontrés. Ils se connaissaient très bien. Donc ils avaient que des mots d'amitié l'un pour l'autre. C'est une génération qui se connaissait bien, il n'y avait pas de trash talking, absolument pas. Tout de suite, Winky dit, écoute, si Shane veut la revanche, il m'a accordé le premier combat, on fait la revanche tout de suite. Boum! Eh ben, c'est ce qui se passe, parce que Shane Mosley, un peu encore surpris par cette défaite là où il se dit, mais j'ai complètement mal boxé, il se dit, bon, allez, revanche tout de suite. Et donc la revanche arrive directement pour le combat au même lieu, le Mandela Bay, l'aréna du Mandalay Bay, pour la revanche. Et alors là, on va commencer avec toi, Patrice. Ce deuxième combat que tous les observateurs, disent qu'il est plus serré. Est-ce que tu le vois plus serré aussi que le premier combat? Le combat a été signé rapidement, comme tu dis. 8 mois après, ils étaient de retour dans le ring. Le combat, est-ce qu'il était plus serré? Pour moi, oui. Et je pense seulement que c'était plus serré parce que Winky Wright, elle voulait faire un show. Il n'a pas travaillé comme au premier round dès le début. Il a montré qu'il pouvait encaisser des coups.
Je pense que c'est Oui. au 5e round, il a descendu le mec, il a encaissé. Oui, il fait du showboating Exactement. et Dan Et il s'est fait Birmingham faire mal. revient, fait tu me refais jamais putain de ça, toi, c'est fini. toi. Jamais. Parce qu'on sait que Shane Mosley, il frappe. Ben oui. Tout le monde sait que Shane Mosley, il peut t'arrêter. Et il s'est fait faire mal. Peu importe ce qu'il dit, et il a pris le coup. On l'a vu un peu chambranlant. Il a été chanceux qu'il a pu s'accrocher. Ensuite, il est retourné sur sa base. Le jab, le direct. Et Shane Mosley, toujours, malgré le premier combat. Et je pense que 8 mois de différence entre le premier et le deuxième, c'est pas assez pour faire les grands changements. C'est un petit délai, sachant qu'on doit avoir la récupération après le combat, Et pour, le camp d'entraînement et tout ça, pour refaire la grosse différence. Donc, la même chose qui s'est passée au premier combat, s'est passée au deuxième. et pourtant, c'est bien que tu dis ça, Patrice, parce que pourtant Shane a été dans l'optique d'essayer de faire des changements, parce que ce n'est pas son père qui est dans le coin, mais Ouais. c'est Joe Gosson. Il essaye quelque chose avec Joe Gosson dans son coin, et ben ils ont un peu plus de répondants, mais ils n'ont pas les solutions contre Winky Wright. Qu'est-ce que t'en penses, Antoine? La même chose, c'est-à-dire que oui, c'est un combat plus serré, et oui, c'est parce que Wright a un peu fait n'importe quoi au début, parce que pour une fois, c'est lui qui est dans la peau de la star, il faut le comprendre, il n'a pas l'habitude de surjoue un peu le côté c'est moi le patron, c'est moi le champion. Bon, il se fait recadrer parce que ça arrive même au meilleur. Et après, moi, ce que je retiens de ce combat, c'est quand même, c'est la seule fois finalement de toute la carrière de Wright où il a la décision dans un combat serré, dans un combat vraiment très serré. C'est vraiment la seule fois. Le reste du temps, la pièce retombe pas en sa faveur. On va en parler plus tard, Voilà. c'est vrai. Oh, que Donc, c'est vrai ce voilà, que tu dis. donc c'est la fois finalement. Donc quelque part, voilà, oui, on aurait pu donner le combat à Mosley, mais c'est vraiment pas grave si pour une fois, Wright récupère la décision. Voilà. Eh ben, c'est lui qui a le combat pay-per-view pour lui, qui va suivre, contre Danny Williams. On est au Mandalay Bay. À la suite de ça, ça sera du HBO pay-per-view pour Vitaly Klitschko contre Danny Williams, qui vient sceller le fait que à ce moment-là, Vitaly, même s'il n'aura pas gagné contre Lennox Lewis, à ce moment-là, en 2004, il sera la figure qui est dans la succession, dans la linéalité, dans le linéal. Ça sera Vitaly Klitschko. Ça ne sera pas Vladimir tout de suite. Vladimir, ça va prendre beaucoup plus de temps, avec, comme je vous ai expliqué dans ma vidéo sur linéal, avec une construction complètement différente, un chemin différent. Mais c'était le lineal champ à la fin 2004, c'est Vitaly Klitschko. Ah oui, c'est important. Légitime. Voilà. Et c'est vrai qu'il se retirera là-dessus. Et voilà, on en a fini de l'année 2004 de boxe, une année finalement à rebondissement, une année, comme je vous le disais, de croiser des chemins. Certaines catégories se cherchent, notamment, comme vous venez de voir, chez les poids lourds, mais aussi une année qu'on ne peut pas oublier, puisqu'elle révèle des combats de légendes pour des légendes elles-mêmes, je pense notamment à Barrera, et bien d'autres, et aussi une année symboliquement et historiquement forte, puisque c'est aussi le crépuscule des idoles pour beaucoup d'entre elles, comme vous l'avez vu, et c'est aussi la renaissance de grands boxeurs français notamment. 2004 est une année de jonction, une année plus importante qu'on le croit, une année qui finalement, de façon calme et aura impacté, et de façon discrète, devrais-je dire, aura impacté le futur, plus qu'on ne le croit, aura marqué le futur, aura donné le chemin de la boxe et de nombreuses catégories pour les décennies à venir. 2004 a été un très très grand cru qu'on aurait tort de ne pas déguster. J'espère que je vous ai donné envie d'aller voir ces grands combats, et évidemment de grandes années de la boxe sont encore à revivre. Alors moi, évidemment, je vais faire la vidange, changer les pneus,
de la DeLorean. Et dès qu'on le peut, on repart pour une nouvelle aventure et un nouveau voyage. Portez-vous bien mes pirates, abonnez-vous, likez, etc. et soutenez comme vous le pouvez. Ciao!